L'histoire commence, au plus profond des montagnes du Murim, celles-ci sont connues pour leur dangerosité incomparable. Et en parlant de danger, nous apercevons un jeune homme en train de courir et en voyant son expression, il a l'air de courir depuis un long moment déjà. Et dans sa course inébranlable, il se demande comment il en est arrivé là, et heurte une racine d'arbre par la suite, puis s'écrase au sol comme un sac d'épistes. Il est poursuivi par une horde d'assassins qui en veulent à sa vie, et ceux-ci sont très enragés car leur proie court dans tous les sens. Notre protagoniste est très essoufflé de la course sans compter la douleur de la chute, dont ne peut plus bouger son corps. Mais il trouve la force et les demande le pourquoi ceux-ci veulent le tuer, et il répondit pour lui fun bien sûr. L'un de ses poursuivants lui dit que lui aussi est exténué à force de le courir après, mais grâce à cet exploit, il mérite des félicitations. Notre protagoniste se demande bien ce qu'il va pouvoir faire, et leur demande pourquoi seulement lui alors qu'il a même renoncé à s'inscrire à l'académie, mais pour eux, cela n'a aucune importance qu'il s'inscrive ou non du moment qu'il a le droit au trône, il reste une menace. L'un des malfrats lui dit qu'il devrait laisser tomber car il y a d'échappatoire pour lui et s'il est gentil, peut-être ils l'offriront une mort sans douleur. Notre protagoniste sait que dans tous les cas il est perdant, mais autant mourir en se battant de toutes ses forces. Le chef des assassins ordonne à ses sbires de prendre la vie du jeune homme, mais celui-ci, bien déterminé à survivre, agite son épée dans tous les sens. Mais puis qu'il n'a jamais pratiqué les arts martiaux, il se fait désarmer très facilement, et est maintenant suspendu d'une seule main de l'assassin. Sauf qu'il saisit la dague qu'il cachait derrière son dos, puis l'enfonce au plus profond de la gorge de ce dernier. C'était son plan depuis le début, et on dirait que ça a vraiment marché dont il les hurle de se la ramener, mais avant qu'il ne finisse même sa supercherie, il reçoit un coup de genou en plein visage histoire de lui calmer les idées, puis s'est fait transpercer l'estomac à coups d'épée histoire de lui faire comprendre qu'il n'y a pas d'échappatoire. Notre protagoniste hurle de douleur dans l'espoir que quelqu'un lui vienne en aide, mais l'assassin lui fait comprendre qu'il peut crier comme il veut mais personne ne viendra. Il est tout de même fier de lui, car il va partir avec au moins un de ses abrutis, et se demande s'il rencontrera sa mère une fois mort. Et au moment où celui-ci allait en finir avec la vie du jeune homme, quelque chose d'inattendu s'est produit. Une lumière sortie de nulle part traversa le corps du malfrat, dévorant au passage sa partie supérieure. Les autres étaient sidérés face à ce spectacle horrible et se demandent les uns les autres ce qui se passe. Mais l'un de ces malfrats a découvert la source des problèmes et se dépêche d'hurler aux autres qu'un intrus se trouve derrière eux. De toute leur vie, ils n'avaient jamais vu ce genre d'accoutrement et se demandent qui il peut bien être pour éliminer leurs compagnons de la sorte. De toute façon, il va mourir comme le gamin qu'il essaie de protéger d'après l'assassin qui se précipite vers l'inconnu. Mais l'orgueil de celui-ci l'a coûté la vie et tout comme l'autre, s'est fait désintégrer la partie supérieure, ceux qui avaient le don d'horrifier les autres malfrats et ceux-ci se demandent si c'est un maître de haut rang et que si c'est le cas, pourquoi sauver ce morveux. Mais avant qu'ils ne finissent de réfléchir, tous étaient déjà au sol sans leur partie supérieure sauf le chef du groupe. Celui-ci dit qu'il a accompli sa mission car le prince ne peut survivre avec une telle blessure à l'estomac dont la fuite est la seule option en ce moment, d'autant plus qu'il est père de famille. Sauf que l'inconnu ne pouvait accepter cette résolution et tout comme les autres s'est fait désintégrer la partie supérieure. L'inconnu vient à côté de notre protagoniste lui disant qu'il est plutôt souriant pour quelqu'un qui est aux portes de la mort, et en effet, il était heureux de voir ces malfrats se faire décapiter. L'inconnu se dépêche de lui injecter une substance au niveau du cou lui disant que cela est de la dernière génération, et qu'un homme de cette époque peut l'utiliser sans problème. Notre protagoniste se demande si c'est vraiment la fin car sa vision commence à s'assombrir. L'inconnu disparaît comme par magie, après avoir prononcé le mot ancêtre lui disant qu'il doit survivre pour aider ses descendants. Le jeune homme ferma les yeux et pense à présent que c'est le moment pour lui de mourir. Mais soudain, une voix se fait entendre dans sa tête, celui-ci indiquant le numéro de série de la nanomachine avant qu'il s'évanouisse. Il y a longtemps de cela, les combattants apprenaient les arts martiaux afin de se protéger, mais au fil du temps sont devenus des armes mortelles et de rituels. Ils se développent en mouvement passant par des formes plus compliquées avec la méthode de respiration qui est la base de l'énergie interne et ceux qui maîtrisaient ces arts furent appelés les membres du Murim et se sont rassemblés pour former des clans. Ceux-ci furent divisés en deux groupes tels que les forces du mal et les forces de la justice, et parmi ces deux forces, un groupe suivait la voie de la brutalité et le monde les appelèrent le culte démoniaque. Ceci est l'histoire de Cheon Yeoolun qui est le fils illégitime du chef de culte actuel, qui deviendra le premier Sheoma surpassant même les légendes. Bien le bonjour la famille, je sais que l'intro a été bien long mais c'était nécessaire pour la suite, j'ai aussi constaté que certains viennent visiter la chaîne, mais après avoir vu la vidéo,
il ne s'abonne même pas. Vous plaît la famille? Soutenez-moi en vous abonnant et en envoyant un petit pouce bleu, c'est là pour ne pas rater la suite. Sur ce, bon visionnage. Comme vous le savez, lui c'est Sheon, le 7e fils illégitime du culte démoniaque, en train de se poser d'innombrables questions sur lequel est toujours en vie même après avoir été poignardé gravement à l'estomac. Et une fois complètement debout, une voix résonne au plus profond de sa tête et celui-ci se demande s'il est possédé et la voix lui demande s'il s'est bien réveillé tout en l'appelant sur le pseudo de maître. Il demande à la voix si elle est le dieu maléfique que vénère le culte démoniaque mais celui-ci lui répondit négativement tout en lui disant qu'il est une nanomachine de 7e génération, et sert de noyau pour son cerveau. Mais notre protagoniste veut qu'elle sorte de sa tête et la nanomachine lui dit que cela est impossible même pour elle car pour qu'elle sorte, il faudrait qu'il meure, sauf qu'avec elle à l'intérieur, mourir est chose impossible même s'il venait à être taillé en pièces. Elle se permet d'envoyer tous les infos la concernant dans le cerveau de Sheon pour qu'il arrête de s'inquiéter, et notre protagoniste comprend peu à mieux la situation. De l'autre côté dans la cour, une personne semble accueillir une autre, et celui-ci n'est d'autre que le docteur Baek qui vient examiner le prince. Il demande à l'autre à côté qui n'est d'autre que l'homme de main du dit prince nommé Jang, la situation et veut savoir qui l'a sauvé. Mais Jang lui fait comprendre qu'il n'en sait trop rien mais, a assisté à une scène les plus horribles hier quand il cherchait le prince. En effet, seuls les cadavres des hommes du clan des ténèbres gisaient sur le sol froid sans leur partie supérieure, et un seul homme avait été poignardé au cou par le prince car la dague auquel celui-ci est mort, était celui qu'il lui avait offert et juste à côté, sommeillait le prince Sheon sans aucune égratignure. En effet cela est très troublant d'après Baek, mais ils doivent se dépêcher d'aller d'abord examiner notre protagoniste. Dans la chambre, Sheon demande à la nanomachine les informations sur celui qui lui a sauvé plus tôt mais, cette question restera sans réponse. Mais son dialogue fut écourté, quand Jang toque à sa porte l'annonçant la venue du docteur. Sheon se dépêche de rentrer sur le lit, tout en elle sortant la nanomachine de rester calme mais celle-ci lui dit qu'elle peut lire ses pensées par conséquent, il est le seul à l'entendre. Une fois les deux individus entrés, sont choqués de l'odeur que rejette le corps du prince et celui-ci demande à la nano, qu'elle lui rétorqua positivement car elle enlève les substances impures de son corps. Le docteur Baek a remarqué un changement chez le prince et demande la permission pour l'examiner mais dès qu'il le fait, est surpris de ce qu'il constate. Baek lui fait comprendre que par rapport à avant, son corps est plus vivant et a même le corps idéal pour pratiquer les arts martiaux, et celui-ci ne peut s'empêcher de demander au prince s'il a pris un médicament spécial. Et notre protagoniste est ravi d'entendre que, la nanomachine s'est permis de modifier son corps pendant son sommeil. Bien que le culte soit constitué de plusieurs clans, seuls 6 d'entre eux font partir de la branche principale et le chef du culte a fait le serment d'épouser une femme dans chaque clan pour donner naissance à ses descendants, et ses enfants sont élevés par leurs familles respectives et obtient le titre du candidat au trône lorsqu'il atteigne un certain âge, et sont aussitôt inscrits à l'académie démoniaque. Et chaque fois tous les 10 ans, lorsque les princes sont intégrés, cette période est qualifiée comme la bataille des héritiers par les membres du culte. Du côté de Baek, il ne parvient à l'assimiler car c'est impossible que du jour au lendemain, un enfant qui plus est le plus faible, puis gagner en puissance et en assurance aussi soudainement. Il arrive à la conclusion que, le chef du culte doit être derrière tout ceci et si c'est le cas, il n'a guère le choix que de rester tranquille. Dans la chambre du prince, Jang dit à Sheon qu'il empeste la bourse de vache et qu'il devrait aller se larver sur le champ, chose qu'il acquiesce. Quelques minutes plus tard au bain, Sheon demande à la nanomachine si les informations qu'il lui a transmises plus tôt sont vraies parce que si c'est le cas, il veut tenter quelque chose. Il prend ensuite un couteau de cuisine, puis s'inflige une blessure au niveau de la main, sauf que après la blessure, vient la guérison immédiate sur le regard ébahi de Sheon. À présent, il n'est plus obligé de mémoriser quoi que ce soit et notre protagoniste se dirige vers la bibliothèque où, celui-ci veut le tester. Il prend un bouquin, et la nanomachine lui demande de le feuilleter rapidement, pendant que lui se charge de tout scanner. Et après un court instant, notre protagoniste à l'air non, connaît tout le contenu du livre et est très satisfait du résultat. Avec une telle capacité, il peut scanner autant de manuels d'arts martiaux qu'il souhaite à l'académie démoniaque, et tous ceux qui l'ont piétiné font payer. C'est décidé, cette fois-ci il partira à l'académie démoniaque déterminé comme jamais pour devenir le plus fort du Murim. Le lendemain, Sheon est debout de bon matin et observe Jang en train de s'entraîner à la dague mortelle et d'après ses mouvements, il est plutôt performant. La nanomachine lui demande s'il veut copier les mouvements de Jang, chose qu'il acquiesce immédiatement. Mais en dehors des techniques de cette époque, lui possède des techniques de combat telles que la boxe, le taïwan et le karaté et que notre protagoniste peut utiliser à sa guise quand il le souhaite. Elle commence ensuite,
a scanné tous les mouvements de Jang et celui-ci plutôt performant, enchaîné mouvement après mouvement. Après 30 minutes, les scans étaient complets et le transfert des informations sur le cerveau de Cheon était terminé et celui-ci veut les tester immédiatement. Il se consacre pendant un moment et après cela, exécute tous les mouvements de Jang à la perfection, c'est même encore plus puissant que celui de Jang qui le pratique depuis 20 ans. Mais après ce tutoriel, tout son corps lui hurle de douleur et s'empresse de demander à la nanomachine la raison, et celle-ci lui dit que par rapport à Jang qui le pratique depuis 20 ans, lui son n'a jamais en pratiqué mais il y a tout de même une solution, celui d'effectuer un transfert des muscles et des fibres pour déployer 100% des techniques de la dague. Il acquiesce, mais la nanomachine lui dit que cela va picote un peu mais notre protagoniste ne croit pas. Mais après l'activation du transfert la douleur était monstrueuse et Cheon supplie la nanomachine de l'anesthésier. Jang a fini son entraînement quotidien, et est maintenant en train de cuisiner le dîner du prince quand soudain, il entend un bruit à l'étage. Il se précipite à toute allure dans sa chambre, mais est surpris de voir qu'il dort comme bébé. Mais le plus surprenant, ce sont les emprunts laissés par Cheon en récipiant la technique de ce dernier, qui est plutôt stupéfait de la situation. Quelques minutes après, Cheon s'est réveillé et veut tester immédiatement la technique avec son nouveau corps. Le premier mouvement fut un succès incomparable puis vient le second et ensuite la troisième, la sensation de trancher dans le vide le ravit. C'était tout pour les mouvements de la première formation et veut maintenant passer aux mouvements de la seconde formation. La pression était si intense, que le plancher n'a pas résisté face à une telle puissance, et notre protagoniste craint que quelqu'un peut voir les traces et veut les camoufler, car le vol d'une technique est un crime grave connu dans tout le Murim. Mais Jang fait son entrée avec le dîner de son prince que ce dernier apprécie, et le mange avec appétit. Jang lui demande, depuis quand ce dernier peut-il exécuter cette technique avancée sans contrainte mais notre protagoniste en reste bouche bée. Mais il n'a vraiment pas à s'inquiéter, car de toute façon, il voulait lui apprendre sauf que les autres clans l'ont refusé et lui donne un manuel de la troisième formation en guise d'adieu car demain, c'est le jour J pour rejoindre l'académie. Cheon le remercie en pleurs, car de toutes les gens qu'il a pu rencontrer, Jang est le plus gentil après sa mère, il le promet, qu'il deviendra le plus puissant des êtres humains du Murim. Le lendemain matin, tous les élèves de plusieurs clans qui forment le culte sont présents, et ici, seule la force compte. Dans les tribunes de l'académie, une personne semble se diriger vers les élèves. Celui-ci, n'est d'autre que le gardien de l'Ouest et le directeur de l'académie démoniaque, connu sur le nom de Hwamyung, le dieu du feu et fait partie du top 10 des hommes les plus forts du culte. Il commente à quel point, les candidats de cette année sont tous des bras cassés, mais trouvent le réconfort face à l'aura que dégagent les enfants des 6 clans. Le numéro 1, Cheon Mu-yeon du clan de Ténèbres, numéro 2, Cheon Kyung-woon du clan de l'Épée, numéro 3, Cheon Mu-keum du clan des Enfers et c'est lui qui a ordonné la mort de notre protagoniste, numéro 4, Cheon Jong-sum du clan du Poison, numéro 5, Cheon Yu-chan du clan de la Lame, et enfin numéro 6, Cheon Won-ryu du clan du Son. Le directeur se demande tout de même, où se trouve le dernier des fils du chef du culte, et est surpris de le voir au loin. Pour lui, c'est une drôle de manière de se faire remarquer mais si ce n'est que ça, il n'attendra rien de cet incapable. Le directeur les demande s'ils sont prêts à pouvoir s'adapter dans ces lieux tout en sachant qu'ils peuvent perdre la vie, et certains élèves commencent à avoir des remords, et d'autres veulent même déjà rentrer chez eux. Au retentissement de la trompette, le voilà qui arrive. Le chef du culte démoniaque en personne accompagné de ses sbires, les plus fidèles. À côté titube l'un de ses membres qui n'est d'autre que le gardien de l'Est, connu sur le nom de Seob Meng, que le directeur ne supporte pas. Les deux sont toujours en conflit à chaque fois qu'ils se rencontrent, qu'il ne peut s'empêcher de foutre le bordel partout mais Mara qui n'est d'autre que le grand gardien et protecteur du chef les demande de se taire, et il acquiesce sans même broncher. Le voici à présent en HD, le seigneur du culte démoniaque, l'un des plus puissants du Murim entier et seulement sa présence suffit à terrifier tous les élèves de l'académie et ceux-ci, ne peut même pas lever la tête. Et avec un aura les plus incroyables et imposants qui soit, il les souhaite la bienvenue. Rien que sa présence était d'abord quelque chose et maintenant qu'il parle, ça devient bien plus pour les élèves car dans cet endroit, la plupart ne l'ont qu'entendu de nom mais ne l'avaient jamais vu auparavant. Il les demande de devenir les plus forts, car la prospérité du culte se trouve entre leurs mains et d'après son discours, tous les élèves sont très enthousiastes et célèbrent les paroles de celui-ci. Il veut à présent se retirer, cela sur le respect que lui procurent les aînés, ainsi que les mots de célébration des élèves et avant de partir, jette un coup d'œil à Cheon situé au dernier rang.
Notre protagoniste n'accepte guère cette réaction, car c'est la première fois qu'il voit son père et tous ceux qu'il a eu n'est qu'un regard les plus froids qui soit, mais de toute façon n'attendait rien de celui qui ne s'est même pas pointé lors de la mort de sa mère. Le directeur les fait savoir qu'ils passeront 4 ans à l'enceinte de l'académie, s'ils passent tous les épreuves bien sûr, et que celle-ci sera en 6 étapes et après une étape, ceux-ci auront des récompenses telles que le Dan de dragon qui augmente le Negong dans le corps, et l'accès à la bibliothèque de l'académie démoniaque. Après quelques minutes d'explication, il les fait comprendre qu'ils doivent se préparer car la première épreuve va commencer, et ajouter que, celui qui échoue ici sera directement banni de l'académie, donc cette épreuve est pour la sélection de meilleurs. L'un des princes lève la main pour poser une question sur l'épreuve car il trouve que cela est injuste mais le directeur lui dit qu'il n'a pas été autorisé à parler, tout en le traitant d'imbécile devant tout le monde. Ces mots, le prince du clan de l'épée ne pouvait le supporter, il est un prince après tout. Mais le directeur lui dit qu'il est prince dans son clan, par conséquent tous les privilèges qu'il bénéficiait au sein de son clan disparaissent dans cette enceinte et il sera considéré au même titre que tout le monde, et s'il bronche ne serait-ce qu'une fois il sera renvoyé sur le champ. Les autres ne pouvaient que se marrer de la situation auquel traversait leur frère, et celui-ci comprit son erreur puis s'excusa auprès du directeur. Le directeur dit qu'ils pourront peut-être passer les étapes de 1 à 5 mais pour ce qui est de la 6e, qu'il espère rien car c'est tout bonnement impossible. Soudain, une dizaine de personnes féminines très élégantes furent leurs entrées, avec une femme tenant un horde très imposante. Le directeur les fait comprendre que cette personne est la 5e aînée du culte démoniaque du clan du son, et que c'est elle qui va les évaluer. Certains se demandent pourquoi une personne aussi occupée viendrait pour un simple examen et d'autres commencent même à bloquer leur oreille pour réduire le choc une fois l'épreuve débutée. La 5e aînée les fait comprendre que, même avec une faible quantité de Negong, on peut tenir pendant au moins 15 minutes et de toute façon, elle jouera doucement. Elle commence alors à jouer, mais la plupart des élèves dans l'enceinte sont terrorisés par les ondes provenant de cette dernière. Pour ce qui est du prince du clan des enfers, ce genre de choses le picote juste un peu car ils sont entraînés depuis bien longtemps pour faire face à ce genre d'attaque, et pour ceux qui est du Negong, ils en ont en réserve. Mais pour des paysans comme Cheon, ça doit être l'enfer. Il se dit même qu'à l'heure qui est, Cheon doit déjà être mort car ce dernier n'a même pas de Negong. Soudain, le rythme des ondes ont changé et les princes se demandent pourquoi, tandis que les autres candidats se traînent au sol à cause de la douleur. Le directeur sait que le niveau des ondes ont augmenté considérablement, et c'est aussi la cause de cette augmentation. Notre protagoniste au loin endure la douleur sans même broncher et le directeur est curieux de voir à quel point peut-il tenir. Et la musique propagée par la 5e aînée ne fait que s'amplifier, et elle se demande bien pourquoi n'est-il toujours pas tombé. D'autres enfants sont au bord du gouffre et plus de 60% d'élèves qui étaient là depuis le début sont déjà à terre. Notre protagoniste se demande bien pourquoi les élèves sont en train de se tortiller au sol de la sorte, et la nanomachine lui dit qu'elle a aperçu des ondes négatives qui peuvent créer des blessures graves, c'est pour cela qu'elle s'est permis de réduire la tonalité de l'ouïe. La colère pouvait se lire à des distances chez la 5e aînée, que Cheon la ressent sur lui. Depuis qu'il a été nommé au poste de directeur, c'est la première fois qu'il voit une telle volonté et se demande si ce gamin n'a pas violé son serment qu'il a fait aux 6 clans de ne pas utiliser de Negong avant l'intégration à l'académie. Pour certains, même avec 20 ans de Negong il est difficile de tenir le coup mais ils se doivent résister, car l'honneur de leur clan est en jeu. Et même chez les princes, la situation est terrible et Mukum du clan des enfers ne comprend rien à la situation et se demande pourquoi l'aînée joue-t-elle étant en colère, et veut se tourner pour regarder ce qu'elle observe depuis tout à l'heure et est choquée par ce qu'il voit. Les autres le suivent, et sont aussi choqués les uns que les autres. Pour le prince des enfers, Cheon a violé son serment et a utilisé du Negong. Cheon demande à la nanomachine de scanner les visages des élèves qui le regardent et de lui dire s'ils sont énervés. Et après le scanner, elle le confirme que leur visage donne plusieurs expressions telles que le dégoût, la colère, les pulsions meurtrières et bien d'autres. Il ordonne ensuite à la nanomachine que, une fois l'épreuve terminée, qu'elle l'inflige une blessure interne car si elle ne le fait pas, personne ne croira qu'il a réussi l'épreuve sans Negong. La 5e aînée se demande comment un garçon d'à peine 15 ans peut supporter ces ondes, mais elle ne peut accepter une telle humiliation de la part d'un paysan. Puis que c'est comme ça, elle va utiliser sa technique qui requiert la moitié de sa puissance, et la minute d'après, la musique que sa horde propageait était bonnement monstrueux balayant tout ce qui se trouve autour d'elle. Le directeur a compris que ceci est dangereux. Même les princes des 6 clans commençaient à saigner des oreilles et le directeur ordonna à l'aînée de se calmer, chose qu'elle exécute immédiatement, mais notre protagoniste était toujours debout. Les élèves qui ont supporté trouvent qu'ils ont réussi de justesse,
et le gardien de l'Est lui trouve que ceci n'est pas une habitude que doit adopter une personne qui se dit aînée. Mais qu'est-ce qu'il a pris? De toute façon, elle lance la faute sur Sheon car d'après elle, ce gamin a violé son serment. Mais soudain, Sheon se met à vomir du sang en grande quantité sur le regard choqué du directeur et l'aîné. Même les princes sont troublés face à un tel spectacle de la part de Sheon. Sheon demande à la nano pourquoi saigne-t-il autant, et celle-ci lui dit qu'elle a juste fait ce qu'il avait demandé. Il se demande si ce système dans lui n'en veut pas peut-être à sa vie. Tout ce qu'il avait dit, c'est juste une petite blessure interne, rien de plus. Le directeur s'approche vers lui rapidement lui demandant ce qui lui arrivait, et la nano lui dit qu'elle va commencer le processus de régénération mais notre protagoniste refuse pour le moment. Le directeur le prend dans ses mains, et est curieux de voir combien de Negong Sheon possède mais après l'avoir examiné, est choqué de savoir que ce dernier ne possède pas de Negong. Il lui hurle qu'il est un idiot et qu'il devait abandonner au lieu de subir tout le choc de la sorte. Il ne s'attendait pas à grand chose de sa part, au vu de toutes les rumeurs qui courent à son propos mais il a tout de même passé l'épreuve sans Negong juste avec sa détermination, chose qui n'est jamais arrivée dans tout le Murim. Il ordonne au inscruteur d'amener Sheon à l'infirmerie spéciale. Mais qui aurait cru gamin comme lui endurerait une telle souffrance comme s'il ne rien n'était, et le directeur lui fait comprendre qu'elle est allée bien loin. Mais de quoi est-ce qu'il parle, dit-elle? Ce gamin a violé son serment. Mais avant qu'elle ne finisse sa parole, le directeur lui dit qu'il en a pas la moindre trace dans son corps, ce qui la choque profondément. Elle ne comprend rien, mais comment est-ce possible? Et devant ce spectacle hideux, même les princes sont confus. S'il n'avait pas été un enfant illégitime, le directeur aurait aimé le prendre comme disciple mais a peur de la réaction des 6 clans. Les gardiens de l'Est a l'air très content de la situation mais le directeur lui dit que cela n'a rien de drôle et lui dit qu'il empeste l'alcool et qu'il devrait ficher le camp. De toute façon, il fait ce qu'il veut dont il ne doit le commander. L'énergie dégagée par ces deux individus comprimés autour d'eux, et même les princes, avec leur Negong développé, respectaient ces 2 maîtres. Mais il décide tout de même d'abandonner tout en le traitant de gonzesse déprimée sur le regard satisfait du directeur. Nos jours, les enfants n'ont plus les tripes de supporter des simples ondes, alors un s'est démarqué d'eux, il s'agit de notre protagoniste et celui-ci veut devenir son maître. Une fois à l'infirmerie, le docteur est très heureux de voir enfin un patient, car depuis son affectation, il n'a eu personne comme patient dont Sheon est son premier. Il les demande de le suivre, il va leur montrer l'emplacement mais les instructeurs eux, sont très pâles au comportement du docteur. Sheon demande à la nano de le soigner, tout en trompant la vigilance du docteur en charge de lui. Même si ce docteur est le meilleur de sa promotion, et était aussi le disciple du docteur Baek, ça ne reste pas moins un incompétent face à Nano qui contrairement à lui, sort du futur avec toutes les informations avancées, donc le tromper, n'est qu'un jeu d'enfant. Il décide alors qu'il va pratiquer une acupuncture à Sheon, mais est écourté soudainement quand le gardien de l'Est est apparu de nulle part, tout en fracassant la porte. Le jeune docteur lui dit gentiment qu'il n'est pas la bienvenue dans ces lieux mais ses paroles ont le don d'énerver ces hobmen qui usent de son aura imposant, et face à sa propre mort, il n'a guère le choix que d'acquiescer. Sheon qui fait semblant de dormir depuis tout à l'heure, se demande si le gardien avait compris sa supercherie, et que c'était la cause de sa venue ici. Mais avant qu'il ne finisse même, le gardien lui demande avec un air de psychomanie, pourquoi fait-il semblant de dormir? Il utilise ensuite la lévitation pour le régresser pour pouvoir lui poser la question une deuxième fois, donc Sheon sait qu'il s'est fait démasquer. Mais le gardien lui fait comprendre qu'il est ici pour que Sheon devienne son disciple et avoir son expression, ceci n'est pas discutable. De toute façon il n'a pas trop le choix, c'est impossible de passer les épreuves sans aucun Negong dans l'avenir et lui, va se charger de lui enseigner les techniques de base du papillon qu'on trouve seulement à partir du 5e étage. Mais notre protagoniste doute un peu, mais est-ce qu'il est sûr d'arriver même au 3e étage, pendant que lui est à l'infirmerie, les autres sont déjà à l'intérieur de la 1er étage. Sheon lui fait savoir qu'une fois rétabli il ira au étage pour les apprendre à sa guise mais Seobmen lui fait savoir que le temps à l'intérieur d'une étage est de 2 heures, comment compte-t-il réaliser de tels exploits en si peu de temps mais de toute façon, n'avait-il pas dit que ceci n'est pas discutable? Notre protagoniste détient Nano qui est un atout plutôt violent et grâce à ce dernier, 2 heures est largement suffisant pour scanner au moins 200 livres. Mais a tout de même accepté le deal que lui offre ce dernier, puis se lève du lit et s'engenouille pour le supplier d'être son maître. Il utilise encore la lévitation pour le remettre sur le lit lui disant qu'il est de sang pur du chef, bien qu'il soit illégitime et qu'il ne devrait se prosterner devant personne excepté son père. Il lui lègue ensuite un manuel de respiration du Ki pour qu'il comprenne comment ceci fonctionne. Depuis quelques jours déjà, Sheon ne cesse de faire des rencontres exceptionnelles. D'abord Jang, puis Nano,
et enfin Seob Meng. Pour lui ça fait quand même du bien de savoir qu'on est de son côté. Le lendemain matin dans la grande cour de l'académie démoniaque, les élèves qui ont survécu à la première épreuve se soignaient eux-mêmes avec leur négong. Le doyen des instructeurs en arts martiaux vient annoncer les résultats au directeur et d'après ses dires, avec Cheon Yeo-woon qui se trouve à l'infirmerie, 415 personnes sur 1000 ont été admis. Les autres enfants qui n'ont pas réussi, étaient plutôt furieux et voulaient semer la pagaille mais, les instructeurs expérimentés s'en ont chargé de débarrasser le plancher. Le doyen ne peut s'empêcher de constater, que malgré le niveau des héritiers au trône, il y a tout de même des nombreux talents cette année chose que le directeur acquiesce. D'après les rumeurs, la compétition pour le trône se jouera entre le clan des ténèbres et celui de la lame. Et pour le directeur, cette année s'annonce bien plus palpitant que les précédents. Il les fait comprendre, qu'ils ne répondront que par Mahado, même pour le positif que pour le négatif et les élèves acquiescent en disant tout Mahado. À présent que c'est fait, ils vont devoir former des groupes. Et le médecin dit à Cheon que d'après les résultats, il va devoir rester 2 semaines entières à l'infirmerie que notre protagoniste se fiche sur ses paroles. Le docteur retire les vertements de Cheon, et est surpris de voir qu'il a une morphologie plutôt intéressante alors qu'on disait qu'il n'avait jamais pratiqué de arts martiaux, même lui un docteur diplômé réputé en reste bouche bée. Dans la cour, le doyen les hurle de former des rangs et ils s'exécutent immédiatement, et le directeur les fait comprendre que la prochaine épreuve est dans 3 semaines, et ceux-ci se doivent de se familiariser avec des groupes de stratégie basique de combat en équipe, dont la force individuelle d'une personne bannira le groupe entier. Comme il y a 20 groupes, seuls 10 parviendront à passer cette épreuve et le groupe qui périra, sera renvoyé de l'académie démoniaque. Étaient déjà terrifiés, maintenant ils en sont encore plus, et le directeur leur dit que ces instructeurs gentils font les enseigner gentiment les stratégies de combat en équipe, sauf que les enfants, savent que ces types sont tous sauf gentils. Le prince du clan des enfers pose la question à l'instructeur, par rapport à la situation de Cheon lui disant même qu'il veut se rendre à l'infirmerie, pour transmettre les cours d'aujourd'hui à ce dernier. Mais ce n'est pas sa raison, car lui veut se rendre à l'infirmerie pour tuer ce dernier de ses propres mains puisque ses sbires ont échoué la dernière fois. L'instructeur lui félicite lui disant c'est ce genre de choses qui feront de lui un bon souverain mais toutefois, lui-même ira à l'infirmerie pour Cheon ce qui met le plan du prince du clan des enfers dans l'eau. Celui-ci essaie de l'en empêcher, mais est gratifié par un regard les plus narquois qui soit, où celui-ci lui dit qu'il devrait rester à sa place et que de toute façon, les élèves ne sont pas autorisés à se rendre à l'infirmerie. Le jeune prince est sidéré de la situation, et se demande pourquoi il y a autant de règles dans cette académie. Dans ce cas, pourrait-il savoir à quel moment ce dernier pourra-t-il sortir, mais l'instructeur lui fait comprendre, qu'il n'a pas à s'inquiéter pour cela et qu'il lui dira demain. Le prince veut que Cheon se rétablisse vite pour le tuer de ses mains. La nuit après l'entraînement, l'instructeur se rend à l'infirmerie, et est déconcerté d'apprendre que Cheon restera à l'infirmerie pendant 2 semaines. Et puisque l'examen a lieu dans 3 semaines, il restera une seule semaine à Cheon de s'adapter. L'instructeur ne voulait pas que son équipe soit disqualifiée au premier tour, et sait que Cheon a réussi l'examen de justesse mais, pour ce qui est de la suite il ne saura rien. Après qu'il soit parti, le gardien de l'Est est apparu et celui-ci, lui demande s'il a fini de mémoriser le manuel de respiration du ki qu'il lui a donné, et Cheon lui fait comprendre, qu'il l'a mémorisé correctement. Le gardien est satisfait de cette réponse mais, lui voulait seulement l'embêter un peu mais on dirait que son plan est dans l'eau. Le gardien lui dit qu'il leur reste 2 semaines seulement devant eux, et qu'ils doivent commencer l'entraînement dès maintenant s'il veut rattraper les autres, et notre protagoniste veut se défendre en disant que c'est trop tôt mais, ne l'avait pas dit qu'il lui reste 2 semaines et qu'ils n'ont pas le temps, tout en lui hurlant dessus, le traitant de tous les noms. Mais le gardien est ébahi par sa volonté et heureux qu'il puisse la mémoriser aussi facilement, et il lui hurle de s'asseoir à dos tourné sur le champ. Puisqu'il a eu le courage de passer la première épreuve, dit le gardien, voyons voir s'il pourra supporter cette technique qui a été créée par son maître. Et une fois commencé, la douleur avait atteint le paroxysme chez Cheon, ceci est même plus douloureux que le transfert des fibres. Le gardien lui dit qu'il ne devrait pas faire sa chochotte pour si peu, et la nano signale à Cheon que de l'énergie non identifiée pénètre son corps par conséquent, cette énergie sera stockée dans l'organisme de ce dernier. Le gardien est troublé car c'est bien la première fois qu'il voit ce genre de choses, le corps de Cheon est tout à fait formidable, et n'arrive pas à croire que ce gamin n'a jamais pratiqué les arts martiaux et pourtant, son corps fait circuler de l'énergie à travers 8 méridiens extraordinaires, et 12 méridiens réguliers. Et ses muscles sont suffisamment développés pour apprendre tout type d'arts martiaux et se demande aussi, si le seigneur du culte ne serait pas derrière tout ceci car de toutes ces femmes, il n'y a que la mère de Cheon qui l'aimait vraiment.
Mais tout ceci reste parfait pour le gardien, car il s'est déniché un vrai génie. Cette même nuit, le prince du clan des poisons s'est battu avec un élève du clan du temps qui est un clan très inférieur, pour la place de chef de groupe, et a perdu. Puisque c'est lui qui a gagné, il sera le chef de groupe numéro 12, et son nom est Baekki du clan du temps. De l'autre côté, le gardien a enfin fini et lui demande s'il a compris comment le Negong fonctionne. Cheon lui fait savoir qu'il l'a compris correctement. Puisque c'est le cas, il va partir à présent. À présent, il reste qu'une semaine à Cheon et d'après son serment, il deviendra le plus puissant du Murim. Le jour s'est enfin levé, et cette nuit a été mouvementée notamment avec des combats qui désigneront les chefs d'équipe. Le directeur est impressionné par Baek, qu'il trouve même qu'il est puissant et aussi audacieux d'avoir affronté un prince, par conséquent il est devenu le chef du groupe. Celui du clan des enfers ne peut s'empêcher de se moquer de son frère en lui disant comment il est faible au point de perdre face à un clan inférieur. Mais ces paroles ne font qu'énerver le prince du clan du poison, et est bien déterminé à le faire payer son erreur de l'avoir défié et vaincu. Et la nuit, la porte du dortoir s'est encore fait défoncer par le prince du clan des enfers, et celui-ci est enragé de la nouvelle comme quoi, Cheon restera à l'infirmerie pendant 2 semaines. Mais son alcoolique lui chuchote quelque chose à l'oreille et après quelque temps, cela a l'air de le ravir. Quelques minutes après, l'instructeur est venu avec un élève blessé à coups d'épée car celui-ci s'entraînait avec une épée et s'est fait mal avec. L'instructeur est au bord du rouleau car ça fait déjà 2 élèves de son groupe qui sont à l'infirmerie et pour lui, ce groupe n'a aucune chance et il s'est rendu à l'évidence qu'il a cru à ce groupe pour rien. La nuit, après que tout le monde soit endormi, une personne semble se lever de son lit de malade, et se dirige vers des instruments de chirurgie très tranchantes. Il marmonne à Cheon de ne pas l'en vouloir, mais il n'a pas le choix car le fait pour sa propre survie et qu'il n'est pas là pour le tuer, mais seulement pour couper ses tendons. Mais soudain, de l'électricité surgit du corps de Cheon et l'électrocute sur le champ, causant ainsi son évanouissement immédiat. Notre protagoniste se réveille et est curieux de voir une fois de plus une tentative d'assassinat, et dit qu'il avait raison, c'est pour cela qu'il a demandé à Nano de se mettre en mode défense. Et quelques heures plus tard, celui qui s'est évanoui plus tôt s'est à présent réveillé, mais est abasourdi de voir qu'il est ligoté de partout et ne peut plus bouger. Cheon lui demande de se présenter, et de lui dire pourquoi ce dernier en voulait à sa vie ou alors, de lui dire qu'il lui a envoyé tout en l'appelant chauve. Mais lui, dit qu'il ne dira rien et se demande tout de même pourquoi, Cheon ne fait que l'appeler chauve et ce dernier lui montre un miroir. Et dans un plus gros désarroi, il se demande où est passée sa chevelure magnifique d'autrefois, il secoue à même la tête pour voir s'il ne rêve pas mais, est abasourdi de constater que ce n'en est pas un. Mais Cheon l'inflige à une droite, tout pour lui dire qu'ici, c'est lui qui pose les questions. L'autre élève pensait que, Cheon était du genre naïf mais qui aurait cru qu'il pourrait dégager une telle aura meurtrière, et se demande qui Cheon peut-il bien être. Notre protagoniste saisit son couteau, puis l'agite près du cou du chauve lui disant qu'il devrait parler, s'il veut la vie sauve. Mais le chauve s'en fout de ses menaces, et continue de dire qu'il ne dira rien. Mais Cheon s'y attendait à une réponse de ce type, et compte bien le faire parler, puis commence en l'enfoncer les doigts avec une aiguille dicale. Et la douleur avait dépassé le plafond mais il continue à se taire et Cheon lui dit que ceci est juste un moyen pour lui de se défouler, puisqu'il ne veut rien dire. Après quelques minutes de torture, il s'est rendu compte que Cheon ne rigole pas, et que si ça continue comme ça il risque d'y passer donc il va commencer à parler. Mais Cheon lui dit que de toute façon, il connaît celui qui l'a envoyé et demande à son détenu, si c'est le prince du clan des enfers qui est derrière tout cela. Mais son détenu est abasourdi et se demande, comment il le sait, et qui est la personne qui a dit que Cheon est un vaurien. Pour lui, Cheon est un monstre qui se cache derrière un masque de faible pour berner les gens, parce qu'il n'est pas encore suffisamment fort. Donc pour lui, il reste une issue qui est, le pardon mais notre protagoniste l'ensomme ensuite d'un coup suffisamment violent pour l'évanouir. Mais avant que celui-ci ne s'évanouisse, ils comprirent que la technique que Cheon a utilisée sur lui, est une technique avancée des points vitaux. Décidément, Cheon est un enfoiré qui est en train de berner tout le monde. Et juste après, le gardien est arrivé et a découvert, que quelqu'un est ligoté à côté et s'empresse de demander à son disciple des explications. Et celui-ci lui raconta tout depuis le début mais après avoir écouté, il s'énerve contre le prince du clan des enfers mais Cheon lui dit que cela n'est pas important. Le gardien l'ensomme aussi à son tour, lui disant qu'il doit mettre plus d'énergie dans son attaque. Celui-ci est d'ailleurs venu avec le Dan de dragon, pour aider Cheon qui ne l'avait jamais absorbé dans le passé. Mais l'odeur que dégageait cette pilule, était vraiment immonde mais le gardien lui dit que cela est drôlement efficace malgré son odeur.
Les deux veulent commencer, et le gardien lui demande d'avaler le dan sur le regard et la compréhension horrifiée de Sheon, et le gardien lui dit même de mâcher pour plus d'effet. Mais il n'a vraiment pas le choix, puisqu'il veut devenir plus fort et l'avale ensuite mais, au moment où cette chose est entrée dans sa bouche, le goût et l'odeur ne diffèrent pas, c'était vraiment très horrible. Maintenant, ils vont commencer l'absorption du dan de dragon et au bout de quelques minutes, le gardien est ébahi par ce qu'il constate. Il se demande, comment cela est-il possible car d'habitude, les gens absorbent 60% du Negong mais Sheon lui, balaie tous les records en absorbant l'intégralité tout en augmentant la quantité de Negong et pour lui, Sheon est une perle unique. Après quelques minutes, Sheon peut enfin ressentir le Negong circuler en lui et le gardien lui dit qu'il a reçu du Negong équivalent à 30 ans, sur le regard heureux de Sheon. Tout ceci est probablement possible grâce à la nanomachine car sans elle, il ne serait jamais arrivé à ce niveau et ne tarde pas à la remercier. De bon matin à l'académie, le prince rigole aux éclats et même son alcoolique lui fait savoir qu'il est de bonne humeur aujourd'hui. Pour lui, à l'heure qu'il est, Sheon doit déjà être en train de ramper au sol comme un ver de terre. De l'autre côté à l'infirmerie, le docteur ne peut que se marrer en voyant la tête du précédent détenu le matin. Et dire qu'il ne peut même pas se mettre en colère, parce que Sheon fait semblant de dormir à côté. La nuit était vite tombée et le détenu est venu faire son rapport au prince des enfers mais celui-ci, après l'avoir écouté, s'énerve et commence à le tabasser violemment car ce dernier ne peut même pas remplir une mission sous prétexte que le docteur était toujours de garde. D'après le précédent détenu, les coups de Sheon font bien plus mal que celui du prince du clan des enfers et s'il avait été un peu plus gentil, peut-être il l'aurait dit la vérité mais, qu'il prenne bien ses gros airs pour le moment mais quand Sheon viendra, ça sera la fin. Le prince se demande pourquoi il porte du foulard, et est surpris de voir sa tête quand il la retire. Même ça, ne l'a pas empêché de continuer à le frapper. Revenu à l'infirmerie, Sheon enchaîne les coups de la danse du papillon de son maître les uns après les autres. Même lui un gardien ne peut croire ce qu'il voit, car ses mouvements sont d'une précision inégalée et n'ose même pas imaginer sa puissance s'il était né au sein des 6 clans. À présent, il va lui montrer la seconde formation de sa technique et les Holt a bien observé, car ça sera la dernière chose qu'il lui montrera. Il ordonne à la nanomachine de ne les rater une seule miette de ses mouvements, chose qu'elle exécute immédiatement. Le matin, le gardien de l'Est s'en va mais, a été aperçu par le grand gardien et le directeur, d'ailleurs celui-ci demande au grand gardien pourquoi il surveille autant notre protagoniste, et il répondit qu'il voulait juste que tout ceci soit équitable entre les princes et de toute façon, sa mission est terminée à présent donc plus besoin de le surveiller. Et aussitôt fini, il décide de disparaître sans même laisser de traces, avec la technique de permutation sur le regard ébahi du directeur de l'académie. Et ce même matin à l'infirmerie, le docteur est étonné par Sheon car ce dernier dort de bon matin alors que d'habitude, il est souvent énergétique. Mais notre protagoniste ne dort pas et est plutôt, en train de se faire un transfert de muscles et de fibres sur anesthésie, pour effectuer la seconde formation de la danse du papillon du gardien de l'Est. Une fois le processus terminé, Sheon se réveille de son long transfert et Nano lui dit que le transfert a duré 2 heures. C'était effectivement très long, mais le résultat est plutôt effrayant et Sheon peut ressentir le puissant physique que dispose le gardien de l'Est. Et tous les mouvements de ce dernier, la nanomachine l'avait copié et transféré dans le cerveau et le corps de Sheon en même temps que les muscles et fibres. Il se détend pour les effectuer, et ce fut un résultat incroyable. Après cela, il est même capable de ressentir les présences vivantes, et son corps déborde de ki absolument partout. Comme c'est le dernier jour de Sheon à l'infirmerie, le docteur est triste car il aura plus de patients avec qui il peut s'amuser mais, Sheon lui fait comprendre qu'il enverra des patients qu'il sera même débordé.